j'imagine un métro, la première image qui me vient en tête est celle d'une station ronde, aux carreaux de faïence blanc et aux trains bruyants couleur émeraude. En gros, j'imagine tout de suite une station typique du métro parisien. Parce que même si, comme moi, on ne vit pas à Paris, on connaît tout de même un peu son métro. Il suffit d'allumer la télé, de chercher métro sur un navigateur internet pour se rendre compte que le métro de Paris est absolument partout en France. Incontournable, il l'est également pour tout usager de la SNCF qui doit par exemple faire un trajet Strasbourg-Toulouse ou Nice-Nantes et qui doit donc changer de gare dans Paris. Cette absurdité due entre autres à l'histoire de France fait que même une personne dont la destination n'est pas Paris et qui n'a rien à y faire aura dans sa vie à emprunter le métro de la capitale, ce qui est un cas pratiquement unique au monde. Le métro parisien est aussi un espace liminal qui évoque à tout le monde ou presque un souvenir imprécis mais familier. Il est, pour moi, le lieu physique réel qui se rapproche le plus des backrooms, avec ses stations similaires et ses couloirs infinis où l'on peut se perdre et errer pratiquement sans s'arrêter. Je l'ai utilisé pour la première fois lors de mon premier séjour à Paris quand j'avais 10 ans, et l'impression qu'il m'a laissée est toujours vive dans mon esprit. Le métro parisien est avant tout une expérience sensorielle, bien plus que tous les autres métros que j'ai eu l'occasion d'utiliser. Son grand âge et sa taille immense, véritable labyrinthe souterrain quadrillant Paris dans tous les sens, décuple les odeurs, plus ou moins agréables que l'on peut y sentir, de l'urine des couloirs, au fer chauffé des rails, jusqu'à l'odeur horrible de soufre qui flotte à la station Madeleine. Le métro de Paris est un bruit aussi, le dangereux buzzer des portes qui se ferment. Qui m'a toujours fait penser à un accordéon, je ne sais pas vraiment pourquoi. Le crissement des rames dans les courbes, parfois insupportable. Le réseau du métro parisien fait partie de ces réseaux du monde que l'on reconnaît au premier coup d'œil, comme l'Underground de Londres ou le Subway de New York City. Son style architectural et la renommée de la ville que le réseau dessert n'y sont pas pour rien. Le métro de Paris a une histoire riche, dont la conception des premières stations remonte au XIXe siècle. Il y a 125 ans précisément, en 1900, la première section du métropolitain ouvrait entre la porte Maillot et la porte de Vincennes, sur la ligne 1. Aujourd'hui, cette ligne est automatique et moderne, à tel point qu'il est difficile, au-delà de l'architecture de ces stations, de s'en douter. Paris n'est pas la première ville à se doter du métro. Londres, puis Budapest l'ont fait avant elle. Néanmoins, le réseau parisien se développa à une vitesse hallucinante, de sorte qu'à l'orée de la Seconde Guerre mondiale, le squelette des tunnels et des stations que nous empruntons toujours aujourd'hui était à peu de choses près terminé pour ce qui concerne Paris intramuros. Après-guerre, le métro fut étendu aux municipalités de la première couronne. Si on se balade sur ces lignes qui sortent de Paris, on remarque aisément les différentes phases d'extension, par l'architecture des stations, qui change et se modernise au fur et à mesure que l'on s'éloigne du cœur de la capitale. On passe des stations originales de Fulgence Bienvenue, Rondelette et Belle Époque, avec leurs faïences blanches, aux stations brutalistes et bétonnées des années 70, puis aux sobres stations minimalistes et discrètes des années 2000 à 2020. Le métro est aussi un voyage dans le temps. Le métro parisien possède des caractéristiques étonnantes qui lui sont propres. Outre cette architecture reconnaissable entre mille, on s'étonnera du fait que les stations soient aussi proches les unes des autres sur la plupart des lignes. Depuis les quais d'une station, on peut souvent observer la lumière de la station suivante au loin dans le tunnel. Une chose complètement impossible à Londres ou Berlin, tellement les interstations là-bas sont importantes, parfois de plus d'1 kilomètre, même au centre de la ville. À Paris, la distance moyenne entre deux stations est de seulement 500 mètres en moyenne. Ça s'explique par les conditions dans lesquelles le métro s'est créé au départ.
Au début du XXe siècle, la notion d'agglomération n'existait pas vraiment. Le métro devait avant tout être un moyen de se déplacer à l'intérieur de Paris. Il n'était pas construit pour permettre aux gens de sortir de la ville. Cette obligation émanait également d'une volonté politique et militaire. Les tunnels du métro ne devaient pas servir à un éventuel ennemi de point de passage pour pénétrer dans Paris. Il ne devait donc pas en sortir. Le métropolitain a été bâti sur une règle simple. Aucune rue ne doit se trouver à plus de 500 mètres d'une station de métro. Le réseau doit être partout et desservir tout le monde. C'est en soi une obligation de service public assez incroyable pour être notée, et ça explique la géographie actuelle du réseau. Le réseau parisien, malgré son apparente complexité, ses 16 lignes, bientôt 20 avec les futures lignes 15, 16, 17 et 18 du Grand Paris Express, 245 km de lignes et 321 stations pour le moment, est en réalité d'une grande simplicité d'utilisation. Contrairement au métro de New York ou de Londres, où plusieurs lignes peuvent arriver sur un même quai, à Paris c'est impossible. Chaque ligne est un monde fermé, qui possède ses propres tunnels ou viaducs, ses propres stations, de sorte que chaque ligne est indépendante des autres. C'est donc à l'utilisateur de marcher pour faire correspondance, via de longs couloirs, des salles d'échange, des escaliers roulants ou des longs tapis impressionnants comme à Montparnasse. Les lignes les plus empruntées ont été automatisées, pour certaines sans cesser de fonctionner. C'est le cas des lignes 1 et 4. Quant à la 14, elle est un ovni automatique dans le paysage parisien. Inaugurée en 1998, avec ses grandes stations éloignées les unes des autres et ses accélérations puissantes, elle contraste avec les autres lignes, tout en les complétant parfaitement. Et depuis ses extensions en 2024, vers Saint-Denis et Orly, elle est en voie de devenir la ligne la plus importante du réseau. Les lignes 1, 4, 6, 11 et 14 ont en commun d'être sur pneumatique, une technologie parisienne développée dans les années 50, dont je parle plus longuement dans une autre vidéo. Les autres lignes sont à roulement sur fer classique, et les 16 lignes sont équipées d'un troisième rail électrique. Ce qui distingue aussi le métro de Paris, c'est la diversité des matériels roulants que l'on y trouve. En 2025, 8 types de trains différents circulent sur le réseau. Des vieilles rames de 1967 au tout nouveau train de la ligne 14. Du plus ancien au plus moderne, on trouve d'abord les rames MF67, un matériel qui remonte aux années 60 et qui a donc plus de 60 ans. Avec ses portes à ouverture manuelle et ses sièges peu confortables, il équipe encore les lignes 3, 3 bis, 10 et 12. Les MP73 de la ligne 6, qui disparaîtront définitivement du réseau d'ici quelques mois, sont rapidement remplacés par les MP89. Les rames MF77, aux courbes rondouillettes, très bruyantes et au design profondément ancré dans les années 70, équipent encore les lignes 7, 8 et 13. Le MF88, matériel prototype à la limite du défectueux, équipe uniquement la ligne 7 bis. Les MP89, premier matériel sur pneus moderne, roulent sur la ligne 4 et principalement sur la 6. Les MF01, trains silencieux et modernes, à roulement sur fer, équipent depuis une dizaine d'années les lignes 2, 5 et 9. On trouve aussi les MP05, version modernisée des MP89, sur la ligne 1 et aussi un peu sur la ligne 4. Et enfin les MP14, matériel ultra moderne qui équipe les lignes 4, 11 et 14. D'ici la fin de l'année 2025, on trouvera aussi sur la ligne 10 le nouveau MF19, qui viendra remplacer les anciennes rames sur fer d'ici 2033 sur l'ensemble des lignes. Cette diversité ferroviaire donne une personnalité différente à chacune des lignes du réseau. Les rames sur pneus donnent un caractère moderne et rapide aux lignes qu'elles équipent, avec leurs puissantes accélérations. Mais les lignes que je préfère sont les moins fréquentées.
les lignes 10, 12, 3 bis et 7 bis. Sur ces lignes, on retrouve encore de nos jours le charme du Paris d'antan, avec ses trains des années 60 aux portes à ouverture manuelle et les cliquetis caractéristiques qu'ils produisent en roulant. Mais surtout sur ces lignes, sans touristes ni hommes d'affaires, on trouve ces petites stations de quartier que seuls les habitants du voisinage empruntent, aux noms étranges. Cluny-la-Sorbonne, Chardon-Lagache, Lamarque-Caulaincourt, Commerce, Lamotte, Piquet-Grenelle, Cardinal-Lemoine, les Gobelins. Ces petites stations que seuls les habitants du voisinage empruntent, ces rames presque vides au charme discret du quotidien. Le métro de Paris dessert la ville tellement finement qu'il existe encore des lignes inconnues, loin des flux incessants de la mégalopole. C'est aussi ça que j'apprécie. D'ici la fin 2025, de nouvelles rames équiperont la ligne 10, plus moderne, plus efficace. Et d'ici 2030, toutes les anciennes rames devraient avoir disparu du réseau. Même si ça me rend un peu triste, c'est un mal nécessaire pour rendre le métro plus confortable et plus sécuritaire. Et je suis déjà curieux de voir à quoi ressembleront les nouveaux trains MF19. Parce que c'est aussi ça qui est fascinant. On ne retrouve jamais tout à fait le métro parisien tel qu'on l'a laissé. Il évolue, il grandit toujours un peu plus. Depuis une dizaine d'années, la RATP et la région ont entrepris des travaux d'agrandissement et de modernisation colossaux. 200 km de lignes nouvelles et 4 nouvelles lignes de rocade vont sortir de terre avec le Grand Paris Express. Les lignes existantes ont été prolongées. La ligne 4, la ligne 11 ou encore la ligne 14, ou vont l'être dans un futur proche. Les rames anciennes sont réformées et remplacées. Les informations aux voyageurs sont modernisées et certaines lignes sont automatisées sans interruption complète du trafic, ce qui est une prouesse. Par exemple, les lignes 1, 4 et bientôt la 11. C'est une véritable révolution qui est en cours sous le sol parisien. Direction la Courneuve. Prochain train dans 1 minute. Le suivant dans 5 minutes. Après la mise en service des extensions des lignes 11 et 14 en 2024, ce sera surtout l'inauguration de nouvelles lignes qui vont suivre. La ligne 15 Sud, entre Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs, devrait ouvrir en 2026, suivie par les lignes 16, 17 et 18, avant 2035. Je préfère viser large. Ainsi que les lignes 15 Ouest, 15 Nord et 15 Est. 2 autres projets sont à l'étude, la ligne 1 vers Val-de-Fontenay et la ligne 11 vers Noisy-Champs. Mais aucune date n'est encore définie. On pourrait aussi rajouter la possible extension de la ligne 10 au-delà de Gare d'Austerlitz, notamment vers les Ardoines. Le métro, enfin, quitte le carcan de Paris intramuros et devient un transport à dimension régionale, comme il peut l'être sur des réseaux comme Londres ou Tokyo. J'ai hâte de voir comment ce moyen de transport incontournable va continuer de se développer au fil des décisions géopolitiques locales. En attendant, le métro de Paris reste l'un de mes réseaux de métro préférés. Son histoire, ses bruits, ses trains et ses couloirs lui donnent une identité qui lui est propre et qui font de lui, plus qu'un moyen de transport, un espace, une sorte de Paris parallèle, souterrain, et dans lequel il est possible de se perdre des heures entières sans pour autant s'ennuyer. Il suffit d'être curieux et de voir au-delà des apparences pour entrevoir ce qui fait de ce métro une œuvre d'art à lui tout seul. Non, j'ai dit si c'est une personne, elle va me chanter comme ça.